Imaginez être un pilote professionnel, responsable de centaines de passagers et recevoir des instructions sur la façon de piloter votre avion de la part de personnes désespérées et ignorantes. Et sachant que si vous faites ce qu'il demande, cela vous tuera ainsi que tous les passagers à bord, comment réagiriez-vous? Restez avec nous. Tout a commencé par une belle matinée d'automne à Addis Abeba, en Éthiopie, où le vol 961 d'Ethiopian Airlines était prévu pour une courte liaison vers Nairobi, au Kenya. Il était ensuite prévu de continuer vers Brazzaville, Lagos et Abidjan. Le 23 novembre 1996, l'appareil prévu pour effectuer cette liaison était un Boeing 767-260 Extended Range immatriculé Echo Tango Alpha India Zulu. C'est un avion de ligne gros porteur bimoteur qui avait rejoint Ethiopian Airlines en 1987. Il était propulsé par deux turboréacteurs Pratt & Whitney JT9D et configuré avec 18 sièges en classe affaires et 174 en classe économique. Donc, au total, l'avion pouvait transporter un maximum de 192 passagers, même s'il n'était pas prévu qu'il soit complet ce jour-là. Mais le fait que ce 767 soit un avion long courrier, souvent utilisé pour des routes bien plus longues que celle-ci, jouera un rôle important dans cette histoire. Très tôt le matin, l'équipe au sol avait été informée par le répartiteur de ravitailler l'avion avec environ 3 heures et demie de carburant. Cela aurait dû amplement suffire pour le vol de 2 heures jusqu'à Nairobi. Cela inclut même le carburant de réserve pour l'attente et la déviation vers leur aéroport de dégagement. Mais évidemment, c'était aussi bien inférieur à la quantité maximale de carburant que le 767 pouvait emporter, ce qui lui aurait donné une autonomie d'environ 11 heures. Et c'est important à garder à l'esprit. Quoi qu'il en soit, au moment de l'embarquement, le vol comptait 163 passagers réservés. Donc, si l'on inclut les 12 membres d'équipage, le nombre total de personnes à bord atteindrait finalement 175. La plupart des passagers étaient d'origine éthiopienne, mais il y avait aussi des voyageurs de 35 pays différents, y compris des touristes, des passagers en classe affaires et des ressortissants étrangers travaillant avec des organisations non gouvernementales et des ambassades dans la région. Donc, comme toujours, dans l'aviation moderne, il s'agissait d'un mélange de vies toutes réunies par les circonstances. L'équipage qui devait voler ensemble ce jour-là était composé de professionnels chevronnés. Aux commandes se trouvait le commandant de bord Léoul Abaté, l'un des pilotes les plus expérimentés d'Ethiopian Airlines. À l'époque, il avait 42 ans et avait accumulé plus de 11 500 heures de vol au total, dont plus de 4 000 heures sur le Boeing 767 qu'il s'apprêtait à piloter. Son copilote, Jonas Mekouria, avait 34 ans et était également très qualifié. Il avait un peu plus de 6 000 heures de vol au total, dont près de 2 500 sur ce type d'appareil. Ensemble, ils formaient une équipe de cockpit compétente et respectée. En fait, le commandant de bord Léoul était considéré comme l'un des meilleurs instructeurs de la compagnie aérienne et avait même formé des pilotes aux États-Unis. L'équipage de cabine se composait de 10 agents de bord, dont la plupart étaient jeunes, parlaient plusieurs langues couramment et étaient formés à l'hospitalité ainsi qu'aux procédures d'évacuation d'urgence. Et ce matin-là, ils ont accompli leur tâche comme à leur habitude, en accueillant les passagers, en aidant à l'embarquement et en effectuant les vérifications de sécurité standards avant le départ. La préparation avant le vol dans la salle de l'équipage avait été standard, sans menace signalée. L'équipage s'était donc simplement dirigé vers l'avion et avait commencé à le préparer pour le départ. Et pendant qu'ils faisaient cela, tous les passagers étaient passés par les contrôles de sécurité habituels, où rien d'étrange ou de suspect n'avait été trouvé. Le pushback depuis la porte à l'aéroport international de Bole s'est déroulé juste avant 8 heures, heure locale, avec d'excellentes conditions météorologiques, de faibles vents et une bonne visibilité. L'avion a roulé vers la piste avec le commandant de bord aux commandes et à 08h09, le contrôleur de la tour de Bole a autorisé le vol 961 au décollage depuis la piste 07 droite. Le puissant avion s'est rapidement envolé dans le ciel, entamant son court trajet vers le sud en direction de Nairobi. Tout semblait aller parfaitement jusque-là. Les pilotes ont reçu l'autorisation de monter à 35 000 pieds en suivant la route internationale standard vers le sud au-dessus de la grande vallée du Rift.
Le début du vol s'est déroulé sans le moindre incident. Les pilotes dans le cockpit préparaient leur système de navigation, enregistraient les temps de vol et effectuaient toutes les tâches de routine que nous, pilotes, faisons à chaque vol. Mais ce sentiment de normalité allait très vite changer. 15 minutes après le décollage, à 08h24, le service des boissons a commencé dans la cabine, les passagers s'installaient, certains somnolaient, d'autres lisaient ou profitaient de la vue sur le paysage accidenté de l'Éthiopie en dessous d'eux. Mais assis dans la cabine économique, 3 hommes regardaient autour d'eux avec impatience et n'avaient aucune intention d'arriver un jour à Nairobi. À 08h29, alors que l'avion atteignait son altitude de croisière finale à 39 000 pieds, ces 3 hommes, tous citoyens éthiopiens, sont soudainement passés à l'action. Ils se sont levés de leur siège à l'arrière de l'avion, l'un d'eux criant « Tout le monde doit rester assis, j'ai une bombe ». Ils se sont rapidement dirigés vers l'avant, traversant la classe affaires en direction du cockpit. Or, ce n'étaient pas des pirates de l'air entraînés. En fait, il s'avérera plus tard qu'ils n'avaient aucun lien avec un groupe militant organisé ou similaire. C'étaient simplement 3 individus désespérés, des pirates de l'air inhabituels pour l'époque. Ils parlaient tous principalement en français, même si le français n'est pas largement parlé en Éthiopie, et il semble qu'ils n'avaient pas non plus de motif clair. Encore aujourd'hui, on ignore si leur but était de fuir la persécution politique, de recommencer une vie ou simplement de réaliser quelque chose de spectaculaire qui les rendrait célèbres. En parlant d'intention, j'ai remarqué une nouvelle tendance ces dernières semaines. L'avez-vous remarqué aussi? Plusieurs de mes amis et contacts ont commencé à m'envoyer ce qui ressemble à des documents officiels, y compris des rapports provisoires concernant des accidents graves récents. Maintenant, même si ces documents semblent vraiment convaincants au premier abord, tellement convaincants d'ailleurs que des professionnels du secteur les partagent. Un examen rapide révèle que ces contenus sont en fait générés par l'intelligence artificielle. Et cela se voit à cause de dates irréalistes, d'informations techniques inventées, etc. Je ne connais pas l'intention exacte derrière ces faux documents, mais vous pouvez être absolument certain qu'ils sont une véritable mine d'or pour les hackers et les personnes mal intentionnées qui cherchent à voler vos informations. C'est précisément pour cela que mon équipe et moi comptons énormément sur le sponsor d'aujourd'hui. NordVPN est la seule application VPN à avoir reçu une certification officielle de la part de testeurs indépendants en cybersécurité. Et leur fonctionnalité Threat Protection Pro a bloqué plus de 314 millions d'arnaques rien que pendant les 3 premiers mois de l'année 2025. Elle analysera automatiquement les fichiers, détectera et supprimera les logiciels malveillants avant qu'ils ne causent des dommages. Tout cela fonctionne en arrière-plan, donc vous n'avez même pas besoin d'être connecté à un VPN pour profiter de ces fonctionnalités de sécurité. En ce moment, vous pouvez obtenir 4 mois supplémentaires gratuits lorsque vous souscrivez à l'offre de 2 ans en utilisant ce code QR ou en vous rendant sur nordvpn.com/pilote. Et n'oubliez pas qu'avec la garantie de remboursement de 30 jours de Nord, il n'y a absolument aucun risque à les essayer. Merci Nord. Maintenant, revenons à ces pirates de l'air. Les pirates de l'air, sans armes visibles, se sont précipités vers l'office avant et ont fait irruption dans le cockpit, qui n'avait alors aucune barrière de sécurité. Et il semble que la surprise et la rapidité aient été leurs meilleurs atouts pour y parvenir. Dès qu'ils sont entrés dans le cockpit, ils ont crié qu'il y avait 11 d'entre eux, faisant craindre aux pilotes la présence de dormeurs dans la cabine. Ce sont des membres silencieux d'une équipe de pirates de l'air qui ne se manifestent pas au début afin d'apporter leur aide aux principaux pirates ou d'empêcher d'éventuelles rébellions des passagers. Mais dans ce cas, rien n'indiquait qu'il y avait d'autres pirates de l'air à bord que ces 3 premiers. Quoi qu'il en soit, la première chose qu'ils ont faite a été de passer à tabac le copilote Jonas, puis de le traîner hors du cockpit. Ils se sont ensuite rapidement emparés d'un extincteur à bord, ainsi que de la hache de secours, qui sont rangées dans le cockpit, accédant ainsi probablement à leurs premières véritables armes. Le commandant de bord Léo Labaté se retrouvait désormais seul aux commandes. Et à ce moment-là, il supposait que les pirates de l'air allaient simplement lui indiquer où aller, car c'était généralement ce qui se passait lors des détournements à cette époque. Le Soudan, l'Égypte et toute la péninsule arabique étaient à portée et pouvaient être rejoints en toute sécurité. C'est ce que le commandant de bord anticipait. Mais malheureusement, ce n'était pas ce que ces pirates de l'air avaient en tête.
Au lieu de cela, ils ont maintenant formulé une exigence tellement scandaleuse que le commandant de bord Lewell n'y a d'abord même pas cru. « Envolez-vous pour l'Australie », ont-ils crié avec un sérieux total et terrible. C'était évidemment de la pure folie. Comme je l'ai expliqué précédemment, les pilotes avaient demandé suffisamment de carburant pour environ 3 heures et demie de vol vers Nairobi. Ce qui était tout à fait approprié pour une route aussi courte, mais loin d'être suffisant pour traverser des milliers de kilomètres d'océan. Sachant cela, le commandant de bord Lull tenta alors de rester calme et commença à essayer d'expliquer aux pirates de l'air la différence entre l'autonomie maximale de l'avion et son autonomie réelle. En se basant sur la quantité de carburant embarqué, il leur montra même les indicateurs de quantité de carburant et espéra que cela aurait du sens pour eux. Mais les pirates de l'air étaient manifestement convaincus qu'ils mentaient. Pour preuve, l'un d'eux sortit triomphalement un exemplaire du magazine de bord d'Ethiopian Airlines, qui indiquait également l'autonomie maximale du 767, plus d'11 heures. Et sur cette base, ils ont insisté sur le fait que cela prouvait que l'avion pouvait y arriver. Les pirates de l'air menacent de faire exploser l'avion si les houles ne se plient pas à leurs exigences. Et ils lui ont ensuite montré un dispositif qu'ils prétendaient être une bombe, mais qui semblait n'être qu'un grand gant. Le commandant de bord, Leoul, doutait donc sérieusement que les pirates de l'air aient réellement une bombe. Mais il savait aussi qu'ils étaient prêts à recourir à la violence puisqu'ils avaient déjà passé à tabac son copilote. Désormais, ils avaient aussi une hache incendie et un extincteur qu'ils pouvaient utiliser pour frapper les gens, donc la menace de violence était maintenant très, très réelle. De plus, il était clair qu'il avait affaire à des individus potentiellement perturbés. Et s'il s'en prenait aussi à lui, il n'y aurait plus personne pour piloter l'avion. Alors, au lieu de les contrarier, le commandant de bord, Lull, choisit désormais de simplement essayer de les faire parler afin de gagner du temps pour lui-même et l'équipage. Cette décision était basée sur sa propre expérience, car, de façon incroyable, ce n'était pas la première fois qu'il était victime d'un détournement, mais la troisième. Il avait déjà été forcé de se rendre au Soudan et, lors d'un autre détournement, au Kenya. J'imagine donc que cela était devenu aussi routinier que possible pour lui dans ce genre de situation. Dans les deux cas précédents, obéir aux pirates de l'air et les emmener là où ils l'exigeaient, s'était terminé par un atterrissage en toute sécurité de l'avion. Une expérience qui a clairement forgé la conviction du commandant de bord Lull que la meilleure façon de gérer les pirates de l'air était d'accepter calmement leurs exigences. Il a donc maintenant contacté le contrôleur aérien et leur a indiqué que l'avion allait dévier de sa route. Il a ensuite ajouté que l'avion avait été détourné et qu'on lui avait ordonné de se rendre en Australie. À ce moment-là, le transpondeur de l'avion était réglé sur 2000 et, selon le rapport, cela n'a jamais changé. Mais de manière générale, les détournements font partie des 3 situations différentes. Lorsqu'un code d'urgence spécifique doit être saisi dans le transpondeur pour alerter automatiquement le contrôleur aérien de ce qui se passe. Ces codes incluent 7700 pour une urgence générale, 7600 pour une perte de communication et 7500 pour un détournement. Mais en informant directement le contrôleur aérien, il a probablement atteint le même objectif. Dans tous les cas, le commandant de bord Lull était maintenant confronté à un choix impossible. Se conformer aux exigences des pirates de l'air les mènerait à une panne de carburant au milieu de l'océan Indien. Et comme il était seul face à ces 3 assaillants, riposter pouvait représenter un autre risque mortel pour tous les passagers à bord. Il devait donc maintenant trouver un moyen de détourner l'avion de l'océan, pour convaincre les pirates de l'air anxieux qu'il obéissait à leurs ordres tout en restant à portée de la terre ferme. Et quelques types d'aéroports de dégagement. Heureusement, il semblait que les pirates de l'air ne connaissaient pas le poste de pilotage ni ses instruments de navigation. Il était donc probable que la seule façon pour eux de savoir s'ils se dirigeaient vers l'Australie ou non était de voir de l'eau à travers les fenêtres du poste de pilotage. Cette situation a poussé le commandant de bord Lull à prendre une décision fatidique qui s'est avérée déterminante entre la vie et la mort pour certains passagers. Il a alors commencé un virage progressif vers le sud, tout en suivant la côte, volant vers le sud-est, tout en continuant à donner l'impression de se conformer à leurs exigences. Pendant ce temps, 2 des pirates de l'air sont retournés dans la cabine passager, laissant leur chef assis sur le siège du copilote.
Ceux qui étaient repartis ont alors ordonné à une hôtesse de l'air de leur montrer comment fonctionnait le système de PA. Puis, ils ont fait des annonces en anglais, en français et en amharique. Ils ont informé les passagers qu'ils avaient le contrôle de l'avion et qu'ils exigeraient un atterrissage. Mais ils n'ont jamais dit aux passagers que l'endroit où ils voulaient atterrir était en fait l'Australie. De retour dans le cockpit, le chef des pirates de l'air ordonna au commandant de bord Lull de contacter le bureau de vente d'Ethiopian Airlines en Australie avec un numéro qu'il avait trouvé dans l'horaire. Quand le commandant répondit qu'il n'y avait pas de téléphone à bord, cela mit le pirate en colère, qui menaça de le frapper s'il persistait à mentir. Le commandant de bord Lull réussit finalement à le convaincre qu'il valait mieux transmettre tout message à l'Australie via le contrôleur aérien. Et le pirate de l'air accepta, ce qui permit au commandant de bord Lull de contacter le centre de Nairobi. Ce centre de contrôle avait heureusement déjà été alerté du détournement par les contrôleurs en Éthiopie, ce qui est d'ailleurs la situation où ce code transpondeur aurait été utile, car tout le monde dans l'aviation sait ce que signifie le code 7500. Mais quoi qu'il en soit, le commandant de bord appela maintenant calmement, s'identifia et demanda de l'aide pour transmettre un message à ce numéro en Australie. Et il annonça également qu'ils allaient maintenant voler vers l'Australie en passant par un point appelé Oscar Victor, ce qui a dû vraiment dérouter le contrôleur aérien à l'autre bout. Il répondit alors en demandant une confirmation de ce numéro qu'il voulait appeler, que le commandant Lull répéta, puis le commandant ajouta également un détail important. Ils étaient maintenant en croisière à 39 000 pieds, mais n'avaient plus que 2 heures de carburant, ce qui était évidemment loin d'être suffisant pour atteindre l'Australie. Lorsque le contrôleur lui demanda ensuite de confirmer s'il avait vraiment l'intention d'y aller, le commandant Lull admit l'évidence. Ce n'était pas possible. Il n'avait pas assez de carburant, donc si la situation ne changeait pas, il devrait amérir dans l'océan. Le commandant Lull prit alors également la décision d'allumer le haut-parleur du cockpit afin que le pirate de l'air puisse entendre cette conversation, pensant que cela pourrait peut-être leur faire reprendre leurs esprits. Il a rappelé le contrôleur disant « D'accord, je voulais juste que nos pirates de l'air entendent votre communication. Si vous avez quelque chose à leur dire, allez-y. » Le contrôleur, maintenant conscient de son nouveau public, a dit aussi clairement que possible « D'accord, je vous informe que, avec 2 heures de carburant, vous ne pourrez pas atteindre votre destination et vous devrez probablement amérir. La meilleure solution est d'atterrir à Mombasa. Faites-le. » Malheureusement, cette petite manœuvre n'avait pas fonctionné dans le cockpit. Cela n'a fait qu'agacer davantage le pirate de l'air. Alors, le commandant de bord Lull a maintenant dit à Nairobi « D'accord, ils disent qu'ils ne veulent pas parler. Ils ne sont prêts à négocier à aucune condition. » Le contrôleur aérien a simplement répondu « Reçu, Ethiopian 961, contrôle. L'Australie est à plus de 6 heures de vol et vous n'avez que 2 heures de carburant, vous allez très probablement amérir dans l'océan. Pourquoi ne pas atterrir à Mombasa et faire le plein de carburant ? » Mais le commandant de bord ne pouvait vraiment rien faire ici, il a simplement répondu. Il n'y a aucun aéroport de dégagement en dehors de l'Australie. Le contrôleur aérien, réalisant son impuissance, a simplement répondu « Informez-nous de votre heure d'arrivée prévue en Australie. » Et puis, peut-être dans un moment de frustration ou dans une vaine tentative de s'adresser aux criminels qui se tenaient derrière le commandant de bord. Le contrôleur aérien a également ajouté « confirmer qu'ils sont prêts à amérir et à se noyer ». Maintenant, au lieu de ramener les pirates de l'air à la raison, cette dernière phrase a simplement été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et le chef des pirates de l'air a décidé qu'il en avait assez. Il a arraché violemment les lunettes de soleil et le casque de Léoul. Finalement, mettant fin à la communication du vol 961 avec leur contrôle du trafic, le centre de Nairobi continuerait d'essayer de contacter Éthiopie 961, mais il n'aurait plus jamais de nouvelles de ce vol. De retour dans le cockpit, le pirate de l'air, frustré par les tentatives du commandant de résoudre la situation, lui ordonna à nouveau de se diriger vers la mer. Nous, les pilotes, sommes formés à utiliser constamment notre formation pour évaluer et réévaluer toute situation dans laquelle nous nous trouvons. Et cela signifie essentiellement mettre nos sentiments et nos émotions de côté et agir simplement en fonction des faits, de la formation et de l'expérience.
Pour cela, nous suivons souvent des modèles de prise de décision comme Facts, Option, Risk et Benefit, Décision, Exécution, Check ou Problème, Idée, Option, Solution, Exécution, Évaluation qui nous aident à structurer notre prise de décision et à identifier clairement le problème, rassembler les informations, choisir et exécuter la meilleure option, puis évaluer. Mais cela est bien sûr impossible lorsqu'on a affaire à une force dominante qui n'est soutenue par aucune connaissance, raison ou bon sens, seulement par la violence. Ces pirates de l'air avaient choisi d'agir depuis un état de peur et jamais depuis un état de fait. Et dans une situation comme celle-là, même les pilotes les plus professionnels ne pourraient pas vraiment faire une grande différence. Mais cela n'a pas empêché le commandant de bord LOL d'essayer. Avant de poursuivre, j'aimerais m'arrêter un instant pour souligner un point important, même si c'est un exemple horrible d'un crime en train d'être commis. Je ne peux pas m'empêcher de voir des parallèles avec le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui où beaucoup trop d'entre nous prennent des décisions importantes en se basant sur des rumeurs, des tendances ou des théories du complot plutôt que sur des faits. En réalité, ce cockpit est presque le reflet parfait de la situation actuelle de la communauté scientifique. Se faire dire quoi faire par des politiciens qui n'ont aucune formation scientifique ni connaissance de leur domaine. En tant que pilote, notre vie dépend des lois de la physique, de décennies d'expérience et de l'application correcte du leadership et des procédures. Nous évoluons donc dans un monde où il s'agit toujours de faire ce qui est juste et non simplement de suivre celui qui parle. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime autant cette industrie. Quoi qu'il en soit, le vol 96 avait maintenant dépassé sa destination initiale et continuait de voler vers le sud lorsqu'ils ont dépassé un faisceau, Dar es Salaam en Tanzanie. Les pirates de l'air ont demandé au commandant de bord de recontacter l'Australie, lui donnant une rare occasion de joindre sa compagnie, fréquence et les informer de leur position, cap et autonomie en carburant. C'était une information qui pourrait être cruciale pour déterminer leur site d'écrasement final, si cela devait arriver. Mais lorsque les pirates de l'air se sont rendus compte que c'était ce que faisait maintenant le commandant de bord, ils lui ont de nouveau arraché son casque et lui ont ordonné de commencer à s'éloigner de la côte en direction de l'immense étendue bleue de l'océan Indien. Et une mort presque certaine. Le commandant de bord, LOL, a suivi les ordres. Il n'avait vraiment pas le choix à ce stade, mais il n'a pas non plus dirigé le nez de l'avion au hasard vers la mer. Au lieu de cela, il a commencé à se diriger vers le sud-est, vers l'état insulaire des Comores. Il n'avait jamais entendu parler de ce pays auparavant, mais il a trouvé la chaîne d'îles sur une carte qu'il avait avec lui. Et, point crucial, la capitale des Comores, Moroni, abrite l'aéroport international Prince Zayed Ibrahim, qui possède une unique piste de 2900 mètres de long, largement suffisante pour faire atterrir un Boeing 767. Et cela pourrait bien être la dernière chance pour le commandant de bord d'effectuer un atterrissage contrôlé quelque part. Mais pour l'instant, le vol se poursuivait, consommant lentement ses dernières heures de carburant. À partir d'environ 3 heures après le début du vol, nous avons la transcription de l'enregistreur de voix du cockpit, qui, à l'époque, ne sauvegardait que les 30 dernières minutes du vol. L'enregistrement commence par une scène véritablement chaotique, avec les pirates de l'air qui avaient alors volé quelques bouteilles de whisky dans le galet avant, tous semblant ivres. Et avec le chef des pirates de l'air toujours assis sur le siège du copilote et un autre debout dans le cockpit avec eux. Le troisième était toujours dans la cabine, surveillant toute tentative des passagers de reprendre le cockpit. Le commandant de bord LOL demanda alors au chef des pirates de l'air s'il pouvait au moins informer les passagers de la situation. Mais la réponse du pirate fut brève et concise, non. À ce moment-là, avec moins de 30 minutes de carburant, le commandant LOL savait qu'un atterrissage sécuritaire serait improbable. Il avait donc décidé que la meilleure option restante serait de préparer ses passagers à un amérissage, c'est-à-dire un atterrissage en mer. Normalement, cette préparation aurait été faite avec l'aide de son équipage de cabine, suivant la procédure dite « temps disponible ». Des exercices d'urgence, l'explication des positions de sécurité, des issues et des radeaux de sauvetage, ainsi que la désignation de responsables pour les enfants ou les passagers à besoins spécifiques. Mais maintenant, rien de tout cela n'était fait. Il a donc calmement averti les pirates de l'air que la situation commençait à lui échapper. Et quand cela arriverait, l'avion risquait fort de s'écraser. L'un des pirates de l'air, irrité par cette remarque, a menacé le commandant de bord de mort, mais celui-ci a répondu calmement que la mort était inévitable à ce stade.
Le pirate de l'air a alors laissé entendre qu'ils avaient fait la promesse d'aller jusqu'au bout de la situation. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière, un aveu glaçant de leur cause, qui se transformait peut-être désormais en mission suicide. Peu après, les pirates de l'air ont rappelé au commandant Léoul la menace qu'il représentait. Lorsque le chef des pirates de l'air l'a regardé et lui a dit « Ne t'inquiète pas, la hache est avec moi ». Et il a ensuite tenté bizarrement de détendre l'atmosphère en proposant au commandant de bord Léoul un verre du whisky qu'ils avaient, le qualifiant de pot de vin pour calmer ses nerfs. Quand le commandant Léoul a refusé, indiquant un manque de temps et demandant à être seul, le pirate a simplement insisté pour qu'il boive. À ce moment-là, l'alarme de basse pression de carburant s'est activée, sa sonnerie glaçante retentissant à plusieurs reprises dans le cockpit, indiquant que les pompes n'avaient plus de carburant à pomper. Quelques secondes plus tard, l'inévitable se produisit lorsque le moteur droit consomma ses dernières gouttes de carburant avant de s'éteindre brusquement. À présent, un Boeing 767 à 39 000 pieds ne peut pas maintenir cette altitude avec un seul moteur restant. Il commencerait soit à perdre de la vitesse jusqu'à décrocher, soit à descendre vers une altitude qui peut être maintenue avec un seul moteur. C'est ce qu'on appelle le plafond pratique monomoteur qui se situe généralement autour de 25 000 pieds. Le commandant de bord Léoul a rapidement entamé la descente, conscient de la situation. Mais les pirates de l'air, qui lui avaient auparavant ordonné de ne descendre sous aucun prétexte en dessous de 39 000 pieds, refusaient maintenant d'accepter cette réalité. Ivre et incohérent, le chef des pirates de l'air a paniqué, croyant que le commandant de bord lui désobéissait, avec une compréhension enfantine du vol. Il a pointé l'altimètre et s'est exclamé « Ah, c'est moins !» Le commandant Leul a demandé « Qu'est-ce qui est moins ?» Le pirate de l'air s'est écrié « L'altitude !» Essayant d'apporter un peu de raison à la situation, le commandant Leul a expliqué que cela descendrait tout seul. « Je ne le fais pas descendre. » Il a alors montré les avertissements d'extinction moteur et de master caution et il leur a dit « Lorsque le moteur s'arrête, il descend. Que cela vous plaise ou non, il est en train de descendre. » Mais le pirate de l'air a simplement répondu « Nous verrons bien. » À ce stade, il était clair que la situation échappait à tout contrôle et que le commandant de bord perdait sa fragile emprise. L'avion était maintenant presque complètement à court de carburant avec l'un de ses moteurs déjà arrêtés. Les pirates de l'air, réalisant peut-être maintenant la gravité de la situation, sont brièvement sortis du cockpit pour se concerter entre eux sur la marche à suivre. Profitant de ce moment rare, le commandant de bord Leul fit une dernière annonce désespérée aux passagers, sa voix résonnant dans la cabine. « Mesdames et messieurs, ici votre pilote. Nous sommes à court de carburant et nous sommes en train de perdre un moteur. Nous nous attendons à un atterrissage forcé, et c'est tout ce que j'ai à dire. Un moteur est déjà perdu. Je demande à tous les passagers de réagir face aux pirates de l'air. Merci. » C'était un acte de courage extraordinaire. En encourageant les passagers à résister aux pirates de l'air, le commandant de bord Leul se mettait désormais sciemment en danger. Mais il était devenu évident que, à moins que les pirates de l'air ne soient maîtrisés, ils ne seraient pas autorisés à effectuer un atterrissage d'urgence. C'était donc vraiment tout ce qu'il pouvait faire. Mais, tragiquement, son appel à l'action n'a pas eu l'effet escompté. Quelques passagers courageux ont effectivement commencé à inciter les autres à les aider à se lever et à reprendre le contrôle, mais leurs efforts ont été accueillis avec beaucoup d'hésitation et de peur. Certains passagers craignaient que toute tentative de maîtriser les pirates de l'air ne les pousse à déclencher une bombe ou même à faire s'écraser l'avion. Et à ce moment-là, beaucoup de passagers s'accrochaient encore à l'espoir qu'ils atterriraient en toute sécurité. Il y avait même eu des discussions parmi les passagers sur l'ouverture des issues de secours dès que l'avion toucherait le sol. Et ils continuaient à croire en ce plan, sans se douter qu'un amérissage en mer était désormais presque certain. Mais il y avait aussi un autre problème. L'annonce du commandant de bord n'avait été faite qu'en anglais, alors qu'il y avait à bord des passagers de plus de 30 pays différents. Il est probable que beaucoup ne l'aient tout simplement pas comprise. Ainsi, le moment est passé. La révolte s'est éteinte avant même d'avoir pu commencer. Les pirates de l'air sont vite revenus dans le cockpit, arrachant le micro des mains du commandant. La tension était à son comble dans le cockpit du Boeing 767 en descente. L'appareil avait déjà perdu un moteur et un autre bip répétitif se faisait à présent entendre.
Un avertissement signalait une baisse de pression de carburant dans le deuxième moteur, et le commandant de bord savait ce qui allait arriver. Mais les pirates de l'air restaient dans le déni, s'accrochant à leur fantasme d'atteindre l'Australie. Il descend, fit remarquer à nouveau le chef des pirates de l'air, comme si cela était dû à un phénomène extérieur. Il a alors pris les commandes, tirant brusquement sur le manche, déconnectant le pilote automatique. Rapidement, il a saisi les manettes de poussée et a commencé à tirer sur les inverseurs, qui heureusement ne pouvaient être activés pendant le vol. Derrière le cockpit, l'enregistreur de voix a capté l'équipage de cabine essayant de maintenir un semblant d'ordre. Un membre d'équipage a parlé dans le système de sonorisation. « Mesdames et messieurs, asseyez-vous et attachez vos ceintures. Gardez votre calme et bouclez vos ceintures. » Mais dans le cockpit, la situation échappait totalement à tout contrôle. Le pirate de l'air assis à droite continuait de faire des mouvements insensés sur le manche à balai. De la même manière qu'on pourrait s'attendre à ce qu'un enfant se comporte, et sans le pilote automatique, le 767 piquait et roulait de façon erratique, montant, plongeant et s'inclinant brusquement à droite puis à gauche. Les données de l'enregistreur de vol ont révélé que l'appareil volait à grande vitesse. D'une assiette de 3,3 degrés nez relevée à 8,3 degrés nez baissé et des angles d'inclinaison allant jusqu'à 47 degrés à droite et 35 degrés à gauche. Une expérience certainement terrifiante pour tous les passagers. Alors que le pirate de l'air tirait sur le manche pour relever le nez, l'avion a brièvement monté. Mais sans puissance moteur suffisante, il a vite perdu de la vitesse et a recommencé à descendre. Donc, même si le pirate de l'air aux commandes était déterminé à faire remonter l'avion à 39 000 pieds, il s'est vite avéré que les lois de la physique étaient plus fortes. « Laissons-nous amérir !» supplia maintenant le commandant de bord Lull, alors que l'avion descendait vers l'île de Grande Comore. Maintenant, en vue, il était déterminé à essayer de sauver tout ce qu'il pouvait. L'aéroport international Prince Saïd Ibrahim de Moroni se dressait devant eux. Donc, même avant que le pirate de l'air n'ait commencé à interférer avec les commandes, il avait déjà commencé à tourner au sud de cette île, essayant désespérément de garder cet aéroport disponible comme dernière alternative d'atterrissage. À ce stade, toutes les jauges de carburant indiquaient 0, et le commandant de bord Lull essayait de garder l'avion aussi stable que possible pour maintenir l'aéroport en vue au cas où il pourrait y faire atterrir l'appareil. Mais en même temps, le pirate de l'air continuait d'interférer avec les commandes, refusant d'accepter ce qui allait se passer. Le commandant de bord tenta alors un dernier appel à la raison, espérant gagner assez de temps pour guider l'avion vers la côte de Grande Comore. « Laissez-moi au moins amérir, » supplia-t-il. « Pourquoi? Dégage d'ici, » répliqua le pirate de l'air, saisissant à nouveau les commandes. Ils tirent brusquement sur le manche, forçant l'avion à monter, sacrifiant leur vitesse restante pour gagner de l'altitude. « Laisse-le descendre seul, ne le touche pas, » ordonna le pirate de l'air. Et alors qu'il disait cela, la Grande Comore réapparut en vue, suscitant une nouvelle vague de suspicion de la part du pirate de l'air. Le commandant de bord Lull tenta de le rassurer, mais le pirate de l'air exigea de savoir de quel pays il s'agissait en pointant l'île en contrebas. Le commandant de bord a donc un peu bluffé. « Regardez, ce n'est pas sur la carte, » a-t-il dit. Et il a alors demandé une dernière fois s'il pouvait, s'il vous plaît, essayer d'atterrir sur la terre ferme alors que l'avion descendait à environ 21 000 pieds. Mais la réponse est venue, aussi catégorique que toujours. Pas question. Le commandant de bord a montré les jauges de carburant vides et à ce moment précis, une alarme a retenti dans le cockpit avertissant que le deuxième moteur tombait en panne. Le commandant Leoul a annoncé que le deuxième moteur était également en panne, suggérant que c'était ce que son interlocuteur souhaitait. Et la réponse sinistre du pirate de l'air est revenue presque aussitôt. Oui. En arrière-plan, une alarme lente et régulière continuait de retentir. Bip, bip, bip. Tel un moniteur cardiaque à l'hôpital, l'avion confirmait ce que le commandant de bord Lull savait déjà. Le temps était écoulé. Cet avion n'allait désormais que continuer à descendre. Pour assumer ma responsabilité, au moins informer les passagers de la situation, ajouta le commandant de bord Lull. Il restait concentré comme un laser sur le bien-être des passagers derrière lui. À ce stade, le principal pirate de l'air semblait avoir accepté qu'il n'y aurait d'atterrissage ni en Australie ni nulle part ailleurs. Sa voix devint alors plus froide. «
Descendez l'appareil et accélérez encore, ordonna-t-il, visiblement prêt à tous les entraîner dans sa chute. Quelques secondes plus tard, le dernier moteur s'arrêta en moulinant. Le Boeing 767 a perdu son alimentation électrique, entraînant l'arrêt de l'enregistrement des données de vol et des conversations du poste de pilotage. Sous le fuselage, la turbine à air libre, ram air, s'est déployée automatiquement, tournant dans le flux d'air pour alimenter quelques instruments de vol essentiels et les systèmes hydrauliques critiques. Et à ce moment-là, on pense que l'aéroport de Moroni était encore techniquement à portée de vol plané. Mais avec les pirates de l'air empêchant activement un atterrissage, le commandant de bord, Lull, avait très peu de chances de l'atteindre. Il ne lui restait plus que deux options désespérées, soit reprendre le contrôle de l'avion de force et tenter une approche risquée vers Moroni, ou amérir l'avion sans moteur dans l'océan Indien, avec le pirate de l'air toujours présent. Alors que l'avion descendait à environ 15 000 pieds, le chaos a éclaté dans la cabine passager lorsque certains passagers ont commencé à réaliser que l'appareil descendait maintenant vers la mer en dessous d'eux. Ils ont alors sorti les gilets de sauvetage, certains les gonflant même encore assis dans la cabine. Les agents de bord et les passagers leur criaient d'arrêter, avertissant qu'un gilet entièrement gonflé à l'intérieur de la cabine les empêcherait de s'échapper après l'impact. Mais ces avertissements furent largement ignorés. Le copilote Jonas, remis de l'agression subie plus tôt, traversa la cabine en marchant. Il disait aux passagers de ne pas gonfler leurs gilets de sauvetage et aidait même l'équipage de cabine à dégonfler ceux qui l'avaient en fait, tout en expliquant simultanément aux passagers comment les regonfler. Plus tard, le même message fut alors répété par l'équipage de cabine et les passagers inquiets. Mais de nombreux passagers ne comprenaient pas, car les avertissements étaient uniquement en anglais. Même sans cela, la panique avait gagné les passagers et la cabine était envahie de gilets de sauvetage gonflés, de confusion et de peur. Le commandant de bord Lull entendait cela derrière lui alors qu'il s'efforçait de faire virer l'avion pour tenter de l'aligner avec la piste à Moroni. Et enfin, sa chance a légèrement tourné lorsque de l'aide est arrivée sous la forme du copilote Jonas, qui s'est maintenant frayé un chemin dans le cockpit, défiant les pirates de l'air. « Laissez-moi aider le commandant de bord !» cria-t-il. Les deux pilotes commencèrent alors à lutter contre les pirates de l'air et le jet lui-même, car avec le pilote automatique hors service et la puissance hydraulique limitée, les forces de contrôle étaient importantes. Piloter l'avion était désormais physiquement épuisant. Et avec les pirates de l'air qui se jetaient toujours sur les commandes, attrapaient les manches à balai, tentaient d'empêcher les pilotes d'atteindre la terre, ce combat a dû être véritablement monumental. Mais même si c'était le cas, Léoul et Jonas ont finalement réussi à stabiliser quelque peu le 767. Et en le faisant, ils se sont rendus compte que l'aéroport de Moroni n'était désormais plus visible. Il est possible qu'au moment où ils avaient réussi à reprendre le manche à balai, l'aéroport était tout simplement hors de portée. Les deux pilotes se sont donc concentrés sur ce qu'ils pouvaient faire, essayer de sauver un maximum de vies en tentant un amérissage contrôlé. Ils ont donc amorcé le virage de l'énorme Boeing 767 pour essayer de longer la côte en parallèle. Des procédures établies existent pour effectuer un amérissage. Le manuel de référence rapide contient des checklists pour cette procédure, mais elle est prévue pour un amérissage moteurs en marche, c'est-à-dire avec les deux moteurs disponibles, et cela suppose également que tous les instruments fonctionnent. Ces deux pilotes allaient maintenant tenter de faire la même chose sans aucune puissance moteur et uniquement avec leurs instruments de secours en fonctionnement, ce qui n'incluait pas un indicateur de vitesse de sélection de l'inclinaison indiquant le taux de descente, donc ils allaient devoir l'estimer à l'œil. À seulement 150 pieds au-dessus des vagues, les pirates de l'air ont finalement abandonné, s'écartant des commandes, réalisant peut-être trop tard qu'ils venaient de se condamner eux-mêmes. À l'arrière de la cabine, quelques passagers tentaient maintenant d'organiser une résistance de la dernière chance, mais il n'y avait plus rien à faire. Le vol n'était plus qu'à quelques secondes de l'impact, arrivant rapidement et à basse altitude au-dessus des eaux, près de Grande Comore. Le vol Ethiopian Airlines 96 descendait maintenant vers la côte à une vitesse d'environ 200 nœuds. Sans puissance moteur, avec très peu d'instruments et un contrôle limité, le commandant de bord Lull et le copilote Jonas pilotaient désormais entièrement, au ressenti planant leur 767-200 vers un dernier espoir désespéré. Un amérissage contrôlé juste au large de la plage, près de la ville de Mitsamioli. Devant eux s'étendait la plage de Galava, une bande de sable blanc, autrefois considérée comme le joyau du tourisme comorien, et à l'intérieur des terres depuis cette plage se trouvait le seul grand complexe touristique du pays, l'hôtel La Galava.
C'était une destination prisée principalement par les voyageurs sud-africains, et c'était maintenant un après-midi ensoleillé, avec une foule de gens entassés sur la plage. Parmi eux se trouvait un couple sud-africain muni d'un caméscope, et ils ont rapidement aperçu un avion volant à basse altitude s'approcher du rivage, pensant qu'il s'agissait d'une sorte de spectacle aérien. Ils ont donc commencé à filmer, et ces images allaient devenir l'un des enregistrements les plus spectaculaires d'un atterrissage forcé jamais capturé. Alors que le 767 rasait les vagues, le commandant de bord, Lull, effectua un léger virage à gauche, tentant de s'aligner avec les vagues pour réduire les forces à l'impact. Mais malgré son habileté, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Juste avant qu'il ne puisse remettre les ailes à l'horizontale, l'extrémité de l'aile gauche a touché l'eau, et ce seul contact a suffi. L'extrémité de l'aile s'est affaissée, tirant vers le bas le reste de la cellule. Le capot massif du moteur gauche a alors plongé dans la mer, ralentissant et faisant pivoter l'avion avec une secousse violente. L'avion a alors pivoté autour du moteur accroché et l'aile droite s'est élevée comme une immense voile, tandis que le fuselage tournoyait dans une spectaculaire cabriole. Pour les baigneurs stupéfaits, l'éclaboussure à elle seule était colossale. Un mur d'embrun, des fragments de fuselage et des débris scintillants s'élevant à des centaines de mètres dans les airs. Presque immédiatement, le fuselage s'est disloqué car il a également heurté un récif sous-marin peu profond lors de l'impact. Le nez a été arraché, le fuselage central s'est rompu et la queue a ensuite été arrachée. La cabine a continué de culbuter dans la mer jusqu'à s'immobiliser à environ 500 mètres du rivage. Et malheureusement, cet impact a tué plusieurs des passagers à bord. Et cela comprenait les 3 pirates de l'air qui se trouvaient à l'arrière du poste de pilotage et dans la cuisine lorsque l'avion a percuté. Les survivants ont décrit le chaos qui a suivi comme étant de l'horreur pure. Certains passagers avaient été éjectés de l'épave et se sont retrouvés dans les vagues, où ils ont ensuite pu nager ou flotter jusqu'à un endroit sûr. Et d'autres étaient piégés à l'intérieur du fuselage désintégré, retourné et qui se remplissait rapidement d'eau de mer. L'eau était maintenant assez peu profonde pour qu'une partie du fuselage retourné émerge de la surface. Mais certains passagers étaient encore piégés sous l'eau par leur siège retourné. Un facteur qui a rendu la survie encore plus difficile pour certains était que, peu avant l'amérissage, malgré les avertissements de l'équipage, de nombreux passagers avaient gonflé leurs gilets de sauvetage. Et maintenant, flottant dans l'épave retournée, ces gilets gonflés les plaquaient contre le toit, rendant presque impossible de nager vers le bas pour atteindre les issues de secours. Certains ont réussi à dégonfler leur gilet ou à l'enlever, mais beaucoup n'y sont pas parvenus. L'enquête officielle a clairement établi que des blessures traumatiques étaient la principale cause de décès pour la majorité des victimes de cet accident. Mais il est encore largement admis que les gilets gonflés ont également contribué à un nombre important de décès évitables. Mais contre toute attente, certains passagers ont survécu et leur survie est due en grande partie à ce qui s'est passé ensuite. Comme mentionné, l'accident s'était produit près de la plus grande station balnéaire du pays, ce qui signifiait que les secours étaient très proches. Des dizaines de personnes se sont ruées vers l'eau, nageant ou utilisant de petites embarcations pour porter secours. Parmi eux se trouvaient des moniteurs de plongée locaux et des médecins français en visite. Et ces premiers intervenants improvisés étaient dans l'eau en quelques instants, tirant les passagers hébétés et blessés vers la sécurité. L'aéroport local, informé du détournement de l'avion, avait placé son équipe de secours en alerte maximale. Ainsi, dès les premiers rapports d'un crash d'avion à proximité, ils ont été dépêchés sur place et ont pu soutenir les secours environ 30 minutes après l'accident. Néanmoins, même en considérant cela, le bilan final était véritablement déchirant. Sur les 175 personnes à bord, seulement 50 ont survécu, dont le copilote Jonas et le commandant de bord Lull, que Jonas avait héroïquement sorti de l'épave. Mais cela signifiait tout de même que 125 personnes avaient perdu la vie, y compris les 3 pirates de l'air non attachés et 7 membres d'équipage. Ce qui s'est produit aujourd'hui sur le vol 961 d'Ethiopian Airlines est, à maints égards, inconcevable. La porte blindée du cockpit, introduite après le 11 septembre, empêche désormais tout intrus d'y pénétrer. Et l'état d'esprit des passagers a également changé. Plus personne ne reste assis à attendre. Détourner un avion avec une hache et une fausse bombe n'est donc plus un plan envisageable. Mais cela ne rend pas cette histoire moins extraordinaire. Elle reste l'un des épisodes les plus éprouvants et héroïques de l'histoire de l'aviation moderne.
Le commandant de bord Leoul Abata a fait face à une situation sans bonne option, espoir ou issue évidente. Malgré tout, il n'a jamais renoncé, preuve d'un courage et d'un engagement indéfectible. Il y avait également de nombreuses leçons importantes à tirer de tout cela. L'enregistreur de conversation du poste de pilotage et l'enregistreur de données de vol ont perdu l'alimentation précisément au moment le plus crucial, nous rappelant pourquoi les enquêteurs sur les accidents insistent pour avoir des alimentations de secours et des durées d'enregistrement plus longues sur les enregistreurs actuels. De nos jours, la majorité des avions de ligne sont équipés de batteries spéciales pouvant alimenter temporairement les enregistreurs en cas de panne électrique totale, ce qui pourrait être vraiment crucial. Cela a également mis en évidence l'importance de ne jamais gonfler son gilet de sauvetage à l'intérieur de la cabine. Et c'est la raison pour laquelle cette consigne fait partie de chaque briefing de sécurité aujourd'hui. Encore une fois, c'est un exemple de procédure écrite dans le sang. Et bien sûr, il y a aussi les leçons comportementales. La stratégie du commandant de bord Leul, qui consistait à garder les pirates de l'air en conversation et à donner l'impression de coopérer tout en manœuvrant subtilement l'avion vers une issue survivable, offre un exemple parfait de désescalade de crise sous la contrainte. Parfois, temporiser est votre seule bouée de sauvetage. Et lorsque vous faites face à des exigences irrationnelles et à un danger réel, de petites concessions stratégiques peuvent parfois vous faire gagner de précieuses minutes, des minutes. Cela signifiait, dans ce cas, la différence entre tout le monde mourant dans la mer froide et 50 personnes qui s'en sortent indemnes. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode et j'espère que nous avons mérité un abonnement et un like maintenant. Si vous voulez voir ma prochaine vidéo avant tout le monde, peut-être même aujourd'hui, alors scannez ce code QR ou allez sur patreon.com/join/montourpilot et inscrivez-vous. Je suis Peter Ehrenfeld de Mentour Pilot. Passez une excellente journée et à la prochaine. Au revoir.